Est-ce que je peux avoir les slides? Écoutez, bonjour à tous. D'abord, je suis très heureux, très honoré d'être ici à l'AMCAR. Je remercie Madame la Présidente pour cette invitation. C'est toujours un très grand plaisir de voir nos amis. Et puis, je vous félicite d'abord pour ce congrès. Je vous remercie pour le choix de ce sujet. Parce que honnêtement, quand vous m'avez donné ce sujet au départ, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça va me permettre de regarder un peu la littérature. Et on apprend énormément en faisant des sujets parfois qu'on n'est pas habitué à étudier. Alors, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection améliorée, y a-t-il une guérison complète? Alors, quand on parle d'insuffisance cardiaque, 3 slides très rapidement pour montrer des données épidémiologiques récentes de 2023 de la Société américaine de l'insuffisance cardiaque. D'abord, c'est une maladie fréquente, puisque regardez, chez des femmes, sur 25 femmes dans le reste de leur vie, il y en aura 6 qui vont développer de l'insuffisance cardiaque, le plus souvent à fraction d'éjection préservée qu'à fraction d'éjection réduite. Et pour les hommes, c'est un peu plus fréquent, c'est 7 sur 25, 28%. Et là, aussi bien à fraction d'éjection préservée qu'à fraction d'éjection réduite. C'est une maladie qui sera d'autant plus fréquente qu'il y a un vieillissement de la population, et avec le vieillissement de la population, on va avoir de plus en plus d'insuffisance cardiaque. Mais surtout, c'est cette slide qui m'intéresse, c'est vous montrer que finalement, la mortalité n'est pas liée à la fraction d'éjection. Et on a encore ce problème avec cette fraction d'éjection, qu'elle soit préservée, qu'elle soit réduite, qu'elle soit modérément altérée, le pronostic reste encore très fâcheux, 75% de mortalité dans les données américaines. Et on pourrait se dire finalement, s'ils améliorent la fraction d'éjection, est-ce que le pronostic sera meilleur ou pas? Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, j'ai pensé qu'un cas clinique, ça peut être pertinent pour pouvoir partager aujourd'hui la problématique. Vous voyez cet homme de 52 ans, grand tabagique, dyspnée stade 2 depuis 2 mois. Il est pris en charge dans un hôpital universitaire en janvier 2023, dans un tableau d'OAP sévère. Il est stable sur le plan hémodynamique, décrépitant diffus, un bloc de branche gauche complet, j'y reviendrai. Il est en rythme sinusal. Regardez sa biologie, les troponines sont à 134 et elles baissent très rapidement. Il y a un peu d'hyperleucocytose parce qu'il fait une infection pulmonaire aussi. Il y a un bilan rénal normal. On fait une échographie cardiaque. Il y a une CMD avec un diamètre qui n'est pas très dilaté, 62 mm, une fraction d'éjection à 30%, une hypokinésie globale. On pense tout de suite, bien sûr, à la cardiopathie ischémique. Il est jeune, il est fumeur. Et il y a un mouvement de troponine. Finalement, il y a une plaque non significative d'une bissectrice. L'IRM cardiaque, elle montre, vous voyez, c'était il y a pratiquement 1 année et demie, une dilatation du ventricule gauche avec une fraction d'éjection à 38%, sans séquelles d'ischémie, donc ce n'est pas un minoca, sans inflammation décelable, ce n'est pas une myocardite. On parle de CMD primitive, où on nous dit toutefois une non-compaction du VG ne peut pas être éliminée, mais globalement à l'écho, il n'y a pas d'élément en faveur d'une non-compaction du VG. Alors, il sort très rapidement, et avec une bonne évolution clinique, et tu vois, c'est d'Ahmed, il sort avec la dapagliflozine, l'aldactone, le bisoprolol, le sacubitril/valsartan, donc il a les 4 piliers de l'insuffisance cardiaque très rapidement, et il sort avec encore un peu de l'azilix, vu qu'il était quand même dans un tableau d'œdème pulmonaire. Alors il me consulte à J7, il est totalement asymptomatique, on augmente la dose des bêta-bloquants, on diminue la dose de furosémide, on augmente la dose de sacubitril/valsartan, donc là c'est la titration qui est extrêmement importante à faire très rapidement. Et puis le 5e pilier de l'insuffisance cardiaque, c'est la réadaptation cardiovasculaire, et il fait 6 semaines de réadaptation. Et regardez, déjà, on a les premiers signes de l'amélioration dans le rapport final de la réadaptation. On nous dit que la fraction d'éjection le 27 janvier 2023 est passée de 38% à 47%, en rapport avec une hypokinésie globale minime, il y a une petite IM et des pressions de remplissage qui sont tout à fait normales. Donc, je le vois là, il y a à 15 mois, très récemment, il est asymptomatique, il fait de l'activité physique régulière, il ne fume plus, il a un ventricule gauche qui n'est plus dilaté, une fraction d'éjection à 52%, il n'a pas de trouble de la cinétique, il garde les 4 piliers de l'insuffisance cardiaque, et comme vous l'a montré le professeur Selma Abdeslam, on fait des évaluations hémodynamiques non invasives. Je montre son impédance cardiographie, qui montre clairement d'abord qu'il n'y a pas du tout de liquide ni dans son secteur interstitiel pulmonaire. Il a des propriétés de contractilité tout à fait correctes, avec un débit cardiaque, comme on peut le voir, à 6,2 litres minute. L'index de ITER, qui est un index de contractilité globale qui est parfait. Et puis surtout, on a un STR qui est inférieur à 0,5, qui est le témoin d'une très bonne fraction d'éjection. Et puis regardez la périphérie, les résistances vasculaires systémiques sont basses, donc le cœur est bon, la périphérie est bonne, donc on est face à un patient, on lui dit « Monsieur, vous êtes parfaitement amélioré ». Alors il nous pose la question « Merci, c'est très gentil, mais jusqu'à quand je vais garder ces médicaments ?» Et moi je suis jeune, je suis dynamique, je reprends, je fais 5 km de marche tous les jours, je fais du sport, est-ce que je vais garder longtemps ces médicaments ?
Alors effectivement, d'abord, mettons les choses au clair. Quelle est la définition d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection améliorée? Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à ce jour, aucun consensus par les sociétés savantes pour décrire cette entité. L'AHA définit les patients insuffisants cardiaques qui ont amélioré leur FEVG, improved, comme ceux avec une FEVG supérieure à 40% et un antécédent de fraction d'éjection à moins de 40%. L'ESC a introduit, comme on l'a vu, la notion de fraction d'éjection modérément altérée entre 40 et 49%, mais sans parler des patients qui ont corrigé leur fraction d'éjection. On n'a pas la trajectoire finalement. Initialement, on ne sait pas où ils étaient. D'autres auteurs parlent de patients qui ont récupéré une fraction d'éjection supérieure à 50%, recovered, pour ceux qui avaient auparavant une fraction d'éjection à moins de 50%. Et puis pour les stimulistes qui sont dans la salle, parfois vous parlez de super répondeurs à ceux à qui on a mis une resynchronisation et qui augmentent leur fraction d'éjection au-delà de 50%. Donc globalement, des définitions tout à fait différentes, et on peut retenir probablement celle-là, qui me semble la plus proche de la réalité, c'est la définition universelle de l'insuffisance cardiaque. On parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection améliorée pour ceux qui étaient à moins de 40% initialement, qui augmentent de plus de 10%, et sur un second contrôle, on a au moins une fraction d'éjection qui est supérieure à 40%. Et puis ce que j'aime bien, c'est dans ce papier d'experts dans le JACC, qui nous disent qu'il y a aussi la récupération totale supérieure à 50% et la récupération partielle entre 40 et 50%. Je pense qu'on est encore dans une situation où on n'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment parler de guérison à ce stade-là. Alors l'autre question maintenant, c'est quelle est la proportion de patients qui vont améliorer leur fraction d'éjection? Alors bien évidemment, définition hétérogène, c'est des chiffres tout à fait différents d'un papier à l'autre, et vous avez entre 10 et 70% de récupération dans les séries, mais globalement, si on prend cette méta-analyse la plus récente, 9 études, et vous voyez 9491 patients, la fraction d'éjection améliorée, ça touche un patient sur 5, va améliorer sa fraction d'éjection. Alors, l'autre question, c'est peut-on prédire l'amélioration de la fonction VG? C'est important, parce que ça nous évitera de mettre un défibrillateur, par exemple. Ça pourra nous éviter d'aller vers la resynchronisation, de stratégies plus agressives. Et bien évidemment, lorsqu'on regarde la littérature, il y a énormément de paramètres qui sont corrélés à une amélioration potentielle, à, je dirais, une chance d'amélioration plus importante. Alors déjà, l'étiologie non ischémique. On connaît tous les cardiopathies rythmiques, le Takotsubo, les myocardites, la cardiopathie du postpartum, qui ont des capacité de récupération beaucoup plus importante, la durée de l'insuffisance cardiaque, plus l'insuffisance cardiaque est courte, plus on a de chances de récupérer. La femme semble récupérer plus que l'homme. Ceux qui n'ont pas de bloc de branche gauche ou ceux qui ont un bloc de branche gauche avec un QRS qui est fin, on vous dit à moins de 110, ont plus de chances de récupérer. Je vous montre juste le CG de mon patient. Regardez, les QRS étaient à 196 millisecondes et ça n'a pas empêché de récupérer. Et si on voit, regardez, 6 mois après, les QRS se sont affinés et sont passés à 100 millisecondes. Donc il n'y a pas réellement, c'est des facteurs prédictifs, mais ce n'est pas, bien évidemment, toujours la même chose. Ceux qui ont un bloc de branche gauche et qui ont, bien évidemment, une resynchronisation cardiaque, il y a des facteurs génétiques qui sont en faveur de la récupération, d'autres non, comme les laminopathies, où là, les chances de récupération sont plus faibles. Et puis, on a vu l'échographie cardiaque et l'imagerie cardiaque peuvent aider. Quand la fraction d'éjection n'est pas très basse, les chances de récupération sont plus élevées. Quand le ventricule gauche n'est pas très dilaté aussi. Lorsque le rehaussement tardif n'existe pas, donc il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas de fibrose, vous allez avoir plus de chances de récupération, le strain aussi. Et puis, des marqueurs biologiques, comme le fait d'avoir un BNP qui n'est pas très élevé, comme avoir des troponines. Dans le cas de notre patient, vous avez vu 134 initialement, ce n'était pas énorme. Donc, lorsque les marqueurs biologiques ne sont pas très élevés, les chances de récupération sont beaucoup plus importantes. Et je pense que ça aussi, c'est un élément important, la précocité du traitement. Plus vous allez instaurer rapidement les traitements, plus les chances de récupération seront élevées. Et à mon avis, ça, c'est un paramètre très important, et Strong nous l'a montré en clinique, mais je pense qu'en remodelage, on a la même chose. Et lorsqu'on regarde Pioneer dans les insuffisances cardiaques de Novo, et chez qui on met du sacubitril/valsartan très rapidement dès la sortie, vous voyez, vous avez 75% de baisse à 8 semaines du NT-proBNP, et baisse du NT-proBNP, c'est plus de remodelage positif, et donc une meilleure amélioration. Et si on prend les inhibiteurs du SGLT2, ce qui font son succès, à mon avis, c'est aussi la précocité du bénéfice. Dès le 12e jour, vous avez un bénéfice, et au 28e jour, vous êtes au pic du bénéfice. Donc, donnez rapidement les 4 médicaments pour avoir plus de chances de récupération. Enfin, quel pronostic pour les patients avec une insuffisance cardiaque améliorée?
Peut-on parler de guérison complète? Et ça, à mon avis, c'est la question primordiale. Effectivement, si on retrouve cette méta-analyse, on revoit cette méta-analyse, on voit que finalement, ceux qui ont amélioré la fraction d'éjection par rapport à ceux qui ont gardé une fraction d'éjection réduite, ben, ils ont un meilleur pronostic. La mortalité est plus basse de 56%, les hospitalisations de cause cardiaque sont réduites de 60%, mais si on compare ceux qui ont amélioré par rapport à ceux qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est aussi un meilleur pronostic. Diminution de la mortalité de toute cause de 58%, diminution des hospitalisations de 27%. Donc finalement, on a un meilleur pronostic, mais ce n'est pas des patients qui n'ont pas d'événements. Et si on regarde effectivement d'autres séries, ben on voit qu'en vert, ceux qui ont amélioré par rapport aux fractions d'éjection préservées, ils vont continuer à avoir des éléments résiduels, donc notamment des risques d'hospitalisation, surtout sur le moyen et le long terme. Alors, la question de mon patient, est-ce que je dois garder mes médicaments alors que vous me dites que tout va bien, que je n'ai plus rien, que mon cœur et ma périphérie se sont, je dirais, corrigés? Alors, bien évidemment, il faut comprendre, on ne pourra arrêter que dans le cadre d'un patient stabilisé, en classe fonctionnelle NIA, avec un remodelage inverse, un ventricule gauche qui n'est pas dilaté, avec des marqueurs qui sont tout à fait corrects. Pour ceux qui veulent arrêter, ils vont vous dire, bah, c'est simple, pourquoi garder des bêta-bloquants, des bloqueurs du système rénine-angiotensine, des antagonistes de l'aldostérone, alors qu'il n'y a aucun effet sur la morbide mortalité au-delà d'une fraction d'éjection de 40 à 50%. Finalement, pourquoi les garder? Et puis d'autres vont vous dire, mais pourquoi arrêter un traitement qui fonctionne? Et là, il y a un risque de récidive. Alors bien évidemment, on a besoin d'études, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu d'études. Et il y a une étude publiée, randomisée dans le Lancet, TRED-HF, qui a screené, tenez-vous bien, 956 patients pour finalement en retenir que 50. 50 parce qu'il fallait qu'ils soient asymptomatiques, un ventricule gauche non dilaté, une fraction d'éjection de plus de 50% et un NT-proBNP normal. Et dans ces 50%, on randomise en deux bras, 25, on arrête les médicaments progressivement et 25, on garde les mêmes traitements. Étude arrêtée très précocement, au bout de 6 mois, parce que 44% ont atteint le critère de jugement principal, qui était récidive clinique, fraction d'éjection à moins de 50%, multiplication par 2 du NT-proBNP, dilatation du ventricule gauche, et donc, bien évidemment, quasiment à 6 mois, et on peut s'imaginer que si on aurait prolongé à 2 ans, peut-être tous auraient récidivé. Ce qui est très important à noter, c'est qu'il n'y a eu aucun décès, aucune admission à l'hôpital, et puis surtout, regardez bien, lorsqu'on a remis le traitement aux patients, 85% ont récupéré une fraction d'éjection à plus de 50%. Donc ça veut dire que quand même, si on arrête, ce n'est pas si grave que ça, mais quand même, il y a énormément de patients. Alors pour les stimulistes, c'est aussi un autre problème, puisque un patient à qui on a mis une resynchronisation, ou on a mis un défibrillateur, et qui améliore sa fraction d'éjection, peut se poser la question. Alors, la méta-analyse le montre clairement. Si vous avez mis un défibrillateur et qu'il a amélioré sa fraction d'éjection, moins de chocs appropriés, moins de chocs inappropriés, moins de morts, mais globalement, un risque qui persiste. Il y a encore 3% de patients qui vont avoir des troubles du rythme graves et qui vont nécessiter un défibrillateur. Et pour la stimulation, dès qu'on arrête, on a aussi une tendance à récidiver. Donc globalement, c'est des discussions au cas par cas pour savoir si on va remettre un pacemaker alors qu'il a complètement amélioré, il est asymptomatique et il a corrigé sa fraction d'éjection. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Que disent les recommandations? Les recommandations nous disent clairement qu'en 2022, il ne faut pas arrêter les médicaments chez des patients qui ont amélioré leur fraction d'éjection, même s'ils sont asymptomatiques. Ça peut peut-être changer avec les inhibiteurs du SGLT2, parce qu'on sait dans Deliver, par exemple, que l'amélioration est d'autant plus importante que la fraction d'éjection est élevée. Donc peut-être en gardant les inhibiteurs du SGLT2, en arrêtant d'autres, on n'aurait pas eu la même chose, parce que je rappelle que TRED-HF, il n'y avait pas de patients sous inhibiteurs du SGLT2. Dernière question, quel suivi pour les patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection améliorée? Le suivi, il faut continuer à les suivre. Sur le plan clinique, tous les 3 à 6 mois, des PNP de manière régulière, une échographie cardiaque à 3 mois, à 6 mois et tous les ans, pendant au moins 3 ans, une IRM à 1 an, parfois des haltères rythmiques chez les patients qui ont des gènes notamment à risque. Voilà des patients qu'il faut suivre. En conclusion, je crois que l'insuffisance cardiaque à fonction VG améliorée est retrouvée chez 1 patient sur 5. Le pronostic est certes moins péjoratif, mais le risque résiduel reste encore important. Dans l'avenir, il faudra s'intéresser à mieux caractériser le phénotype et je dirais même le génotype de ces patients dont l'insuffisance cardiaque s'est améliorée et qui finira par récidiver pour éviter justement cette récidive. À la question de Madame la Présidente,
Peut-on parler de guérison? Clairement non, mais plutôt de rémission, et je crois que c'est important. Et puis, encore une fois, je crois que la fraction d'éjection n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Et lorsqu'on regarde le bénéfice des médicaments que nous utilisons à l'étage cellulaire ou à l'étage moléculaire, on comprend qu'avant d'arrêter un médicament, raisonner différemment qu'une simple fraction d'éjection, parce que l'insuffisance cardiaque, c'est beaucoup plus complexe, et je vous remercie.